Bonjour et bonne année à tous. Le plaisir est immense pour moi de vous retrouver sur la télé du 21e siècle Star 21 TV et pour cette nouvelle aventure au compte de l'année 2020. Bienvenue dans Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission de décryptage et d'analyse de l'information pour vous permettre d'avoir une vue large et profonde sur l'actualité nationale. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous nous intéressons spécialement à l'adresse à la nation du président de la République à l'occasion du nouvel an du processus démocratique au secteur économique tel que les mines et l'agriculture. Le président de la République a, dans son discours de nouvel an, montré l'image d'un pays qui a amorcé son véritable développement. Et la question dans cette émission s'adresse à la nation du président de la République. Rime-t-il avec la réalité? Nous essayons de répondre à toute cette question dans cette émission avec notre invité de parcours à la personne de M. Boubacar Sidiki Diallo. Il est président de l'Union pour le mouvement populaire UMP, mais également vice-président du Cercle des acteurs pour la République, également membre de l'opposition constructive. Monsieur Diallo, c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission. Bienvenue dans Starcom. Merci et bonsoir à vous et bonsoir à vos téléspectateurs. Alors, on va commencer cette émission par cette première question d'entrée, parce qu'on le sait que l'émission, c'est la première de 2020, au compte notamment de ce numéro politique. Alors, quelle est l'actualité ou le fait qui vous a marqué, vous, au compte de l'année 2019, l'année que ça s'élève? Très bien. Encore une fois, je souhaite bonne et heureuse année au peuple de Guinée. J'avais fait une adresse à l'occasion du Nouvel An où j'ai parlé de deux éléments fondamentaux, à savoir le problème de la CENI. Le problème de la CENI, vous savez, la CENI, c'est une institution en principe qui était censée être une institution collégiale qui pouvait regrouper tous les acteurs parties prenantes du processus électoral afin d'amener, si vous voulez, la plus grande transparence dans la gestion du processus afin que les résultats soient acceptés plus ou moins par la majorité des parties prenantes. Alors, fondamentalement, il y a certains partis politiques aidés par l'administration et le gouvernement qui ont passé des accords pour rédiger une loi sur la CENI. Donc c'est la CENI qui... la CENI nous a marqué fondamentalement pour l'année 2019. Alors on revient notamment sur le thème de cette émission consacrée essentiellement au décryptage qu'on va faire tout au long de cette émission de l'adresse à la nation du président de la République. On commence par cette première question, aspect notamment éducatif. Le président de la République dit dans son discours que désormais le secteur de l'éducation sera une priorité. Et pour certains, en tant que professeur qui aurait passé près de 10 ans à la tête de l'État, c'est un réveil trop tardif. Quel est votre commentaire sur là-dessus, quand le président dit désormais que l'éducation va être sa priorité pendant que le secteur rime également avec cette crise, avec la grève de SLEG? Voilà. D'abord, je tiens à rappeler que la défaillance du secteur éducatif n'est pas due d'abord par l'effet premier de la gestion de ce président. Okay? Il vous souviendra qu'à un moment, on parlait de la course vers l'atteinte du programme d'achèvement PPTE. Oui. Et cela nous a conduit à des ratios qui nous ont mis dans une course effrénée à atteindre les ratios. Tel nombre d'étudiants pour tel nombre d'enseignants. Et puisque la Guinée était déficitaire en ce qui est du corps enseignant, alors on s'est lancé. Avant, il y avait le cycle normal de l'ENI, qui était de 3 ans, l'école normale des instituteurs, et qui formait bien des cadres instituteurs qui sont destinés à la formation scolaire. Alors, lorsqu'on est rentré dans cette course effrénée pour l'atteinte du PPTE, alors il fallait donc abréger cela. Et l'État a été irresponsable dans la gestion de la quête de ce ratio. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre des universitaires qui ont fini les études et qui sont au chômage pour les amener à l'enseignement, donc faire un cycle de 3 ans afin de les mettre en situation de classe,
On a ouvert une lutte effrénée pour atteindre ce ratio et ils ont créé et inventé un autre cycle court de 2 ans. Mais là-bas aussi, l'irresponsabilité de l'administration a conduit quoi? À prendre tous ceux qui rataient leur examen dans le cursus normal. Vous avez échoué à votre examen d'entrée en 7e, vous avez pris une taille et on dit donc vous ne pouvez plus continuer à être parmi les élèves qui étaient plus petits que vous. C'est surprenant. Le collège, le lycée. Donc en résumé, tous qui avaient raté le cycle normal, on les envoyait pour faire la formation rapide accélérée, pour être des enseignants et aller en situation de classe. Mais quand même, c'est surprenant parce qu'il faut le dire que le professeur Alpha Condé, quand il vient au pouvoir, on J'en viens à l'analyse du professeur. Oui. Donc, lorsqu'on a eu cette situation-là, donc on a enrôlé des milliers d'enseignants, mais qui n'avaient aucune compétence, aucune aptitude à pouvoir donner l'enseignement. Alors, c'est ce qui a affaissé le niveau de l'éducation. Et quand le professeur est venu, il a eu 9 ans pour savoir que le niveau de l'enseignement s'est affaissé. Mais il a continué et il était très fier même d'avoir atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Et aujourd'hui, à sa dernière année de gouvernance, il dit qu'il va la consacrer à l'éducation. Moi, je suis des gens qui disent que mieux vaut tard que jamais, mais en 1 an, il ne peut pas redresser l'éducation. Alors justement, nous, on s'est amusé dans cette émission à faire notamment une sorte de retour sur tout ce qui s'est passé dans le secteur éducatif. C'était à l'occasion d'une sorte de revue annuelle que nous avons fait dans tous les secteurs. On va vous proposer cet élément de reportage consacré sur l'éducation guinéenne qui quand même a été une année de colère en termes de grève et de mouvements qui ont couronné l'année 2019. Dans le secteur de l'éducation, la plus grande réforme en 2019 demeure l'introduction de la langue anglaise à partir de l'enseignement élémentaire. Cette phase pilote a été lancée dans un établissement de Kaloum et devrait à terme s'étendre sur l'ensemble du pays. Sans oublier le projet de nouvelle université lancé récemment à Kankan par le président Alpha Condé. Des réformes parmi tant d'autres et dont la teneur est de moindre intensité eu égard aux grands défis qui assaillent le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. À ce jour, le département n'a toujours pas pu répondre aux attentes des enseignants qui exigent toujours une augmentation de salaire et leurs primes. Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG, est monté au créneau durant toute l'année pour exiger de l'État un meilleur traitement à leur égard. Une succession de crises et d'insuffisances dont a hérité Maurice Sangaré qui a dû faire face à plusieurs difficultés dans le secteur. Entre autres, le manque d'infrastructures modernes, le faible niveau des élèves, le manque d'enseignants compétents à l'intérieur du pays et le cas des enseignants contractuels non pris en charge. Lors de sa prise de fonction, le nouveau chef du département avait promis de répondre à toutes les préoccupations exprimées. Des promesses aussitôt balayées par une succession de grèves qui ont secoué l'année scolaire 2018-2019 à l'appel du syndicaliste Aboubakar Souma. Après plusieurs jours de boycott des classes, un protocole d'accord est trouvé. Il tournait autour des 10 points de l'accord dont l'assainissement du fichier du corps enseignant. Ce qui a permis au SLEG de suspendre à nouveau la grève le 10 janvier 2019. Les élèves reprennent alors le chemin de l'école. Mais une année scolaire caractérisée par des grèves successives ne reste pas sans conséquences sur les résultats des examens. Cette année, seuls 24,83% des candidats tout profil confondus sont admis au baccalauréat, avec un score de 24,83% contre 26% en 2018. Le baccalauréat 2019 est, dit-on, en nette régression. Ce faible taux d'échec alimente ces derniers temps les débats en Guinée. Le taux d'admission au brevet est de 44,11%, tandis qu'aux examens d'entrée en 7e année, il est de l'ordre de 44,46%. Le gouvernement et le SLEG d'Aboubacar Souma se rejettent la responsabilité de ces échecs. Et la société civile devrait envoyer la balle dans les deux camps.
invoquant l'argument de la responsabilité partagée et la négligence des parents d'élèves. Pendant ce temps, la commission mixte composée de l'équipe du gouvernement et celle du SLEG travaille sur le fichier du corps enseignant. La commission en charge du toilettage du fichier des fonctionnaires a rendu public un rapport préliminaire sur le nombre d'enseignants en Guinée. Dans ce rapport, elle signale que sur plus de 50 000 enseignants concernés, 6 381 ne se sont pas fait recenser. Dr Amadou Banoubari, le président de la commission, a fait savoir que ce recensement vise plus de 50 000 enseignants. Déjà, le rapport provisoire rendu public se heurte à une résistance du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG. Abouakar Souman, le secrétaire général de ce syndicat, déclare avoir constaté que beaucoup d'enseignants qui avaient été recensés ont été écartés. C'est fait exprès pour braquer les enseignants contre le syndicat, dit-il. Pour sa défense, Dr Amadou Banoubari explique que les enseignants se sont précipités, ont critiqué sans comprendre de quoi il s'agit. Les Guinéens parlent avant de lire, fera-t-il remarquer. Ce toilettage des effectifs de la fonction publique est inscrit au deuxième point de l'accord de fin de grève des enseignants guinéens signé par le SLEG et le gouvernement le 10 janvier 2019. La trêve a été trouvée après 3 mois de grève dans le système éducatif guinéen. En ce début de l'année scolaire 2019-2020, le secteur éducatif est loin de tourner la page des crises puisque le SLEG menace de partir en grève dès le mois de janvier prochain. Et c'était un peu le résumé de l'actualité de l'année 2019 dans le secteur de l'éducation. Alors, M. Diallo, on a vu quand même que l'année 2019 a été une année qui arrive notamment avec une crise tumultueuse, avec notamment le secteur de l'éducation. Est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui a manqué au professeur Alpha Condé en termes de bonne visibilité ou de bonne gestion de la crise dans le secteur éducatif guinéen? Vous savez, en toute chose, il y a 2 aspects importants. Il y a les infrastructures et il y a les superstructures. Les infrastructures, c'est les salles de classe et l'ensemble des moyens qu'on y met pour meubler et rendre utilisables à bon escient et pour un bon fonctionnement des équipements qu'il faut pour le secteur. Les superstructures, c'est l'ensemble des intelligences, des compétences qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir véhiculer ce pourquoi ce département-là doit fonctionner. C'est-à-dire, pour ce qui est de l'éducation, il faut que le corps enseignant soit d'abord bien formé, ensuite qu'il soit pris en compte dans le cadre de leur rémunération. J'ai toujours dit, un salaire, ça doit faire vivre son bénéficiaire les 30 jours du mois. Sinon, ce n'est pas un salaire. C'est une indemnité de précarité. Dès l'instant que votre revenu ne vous permet pas de vivre les 30 jours, ce n'est plus appelé salaire, mais indemnité de précarité. C'est-à-dire, ça vous permet de survivre. Alors, le président n'a pas réussi à payer les enseignants un salaire. Il continue toujours à avoir des indemnités, comme d'ailleurs tous les Guinéens. Quel est le Guinéen qui a un revenu aujourd'hui qui lui permet de payer son loyer, de payer son transport les 30 jours du mois et de payer sa nourriture? On ne parle même pas des soins de santé qui peuvent arriver. Il n'y a pas, il y a peut-être 1 ou 2 ou 5%. C'est qui vole, c'est qui vole. Non, moi je parle d'un revenu réel et légal. Oui. Maintenant, il devait se battre pour combler ça. Justement, mettre les enseignants dans des situations à pouvoir donner. Voilà. Dans son adresse à la nation, le chef de l'État s'engage notamment à respecter le protocole d'accord tripartite signé le 10 janvier dernier avec le SLEG. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut le faire ou bien qu'il fallait faire ça avant, parce qu'on a vu quand même le taux d'admission au niveau des examens, il y a un véritable problème. Non, pour moi, lorsqu'on me dit aux examens, il y a certains examens, il y a 44% d'admission, pour moi, et les élèves et les étudiants et le corps enseignant qui ont échoué. Ça, c'est le résultat d'ailleurs du corps enseignant, pas des élèves. Nous, lorsqu'on étudie à l'université,
On a réussi des programmes d'enseignement annuels en 1 ou 2 mois avec des experts consultants venus du Sénégal, du Bénin, d'autres pays. Donc un programme qu'on devait recevoir en 1 an, l'expert vient, il est pressé, mais il peut nous le donner en 1 mois ou en 2 mois avant de rentrer. Mais il nous le donne d'une façon à ce qu'on puisse maîtriser le programme qu'il faut, effectivement, et aussi il nous le donne avec une thématique et des méthodes très bien élaborées. Et l'évaluation sera en fonction de la manière et de la méthode. Donc on a eu cette compétence, donc on sait que quel que soit le temps perdu dans les grèves et manifestations, ce qui peut arriver, mais si le corps enseignant était adéquat, était bien équipé, était bien à la hauteur de la tâche qui lui est confiée, on n'aurait pas eu de résultats aussi minables. Donc aujourd'hui, si le président veut changer le système éducatif, ce n'est pas en ponctionnant simplement les salaires, mais il faut former le corps enseignant. Les milliers de jeunes qui ont bénéficié de cette formation accélérée, c'est eux qui doivent lancer. L'éducation, c'est à la base, c'est à partir de la crèche, à partir de la maternelle qu'il faut asseoir une méthode d'apprentissage, parce que c'est une suite logique jusqu'à l'université. Moi, j'ai enseigné à l'université, mais mes étudiants ne pouvaient pas vous mettre un sujet, un verbe, un complément de façon cohérente et logique. Donc comment est-ce que vous pouvez apprendre le droit dans un français que vous ne comprenez pas? Alors, le problème, c'est la méthode par laquelle le gouvernement veut prendre pour faire ses réformes, c'est celle-là qui est tordue. Justement, parlant de méthode, il faut dire quand même que le professeur Alpha Condé promet d'organiser les états généraux de l'éducation guinéenne. Est-ce que ça pourrait être la solution à tous ces problèmes, selon vous? Non, ça ne pourrait pas être la solution, parce qu'ils vont le rouler dans la farine. Soit si c'est lui qui a l'idée, et vraiment il est déterminé à le faire, il va faire les états généraux de tel département, les mêmes cadres qui sont là, ce sont les mêmes cadres qui ont perverti l'administration. Donc ils vont encore lui donner des travaux de réflexion qui seront encore complètement tronqués et basés sur des avantages qu'il faut accorder aux uns et aux autres. Voilà tout ce qu'il faut. Le professeur Alpha Condé n'a pas besoin de faire des états généraux. Il doit savoir 2 choses. La première, lorsque l'enseignant a le niveau. La deuxième est qu'il a les équipements adéquats, l'étudiant, il devient performant. En Europe, on n'a pas besoin de faire les états généraux. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il faut que le corps enseignant soit bien formé et bien équipé. C'était la première analyse qu'il faudrait apporter à cette adresse à la nation du chef de l'État à l'occasion du Nouvel An. Il faut le dire que dans la deuxième partie de cette émission, Starcom consacrée au décryptage de l'adresse à la nation du chef de l'État, nous allons parler de l'angle économique, notamment du discours du président de la République, à savoir, il faut dire qu'Alpha Condé brandit une certaine amélioration dans le cadre macroéconomique de la Guinée. Il parle du développement dans le secteur minier et agricole. On en saura toutes ces questions dans cette émission à la deuxième partie, mais on accorde une courte pause et on revient juste après sur ce plateau. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. Sur ce plateau de l'émission Starcom, et merci pour votre constance et considération à cette télé, particulièrement à cette émission Starcom. Il faut le dire que nous passons sous scanner l'adresse à la nation du président de la République à l'occasion de son adresse à la nation pour notamment annoncer l'année 2020. Alors, Monsieur Diallo, il faut le dire que sur l'angle économique de l'adresse à la nation du président, le professeur Alpha Condé brandit une certaine amélioration dans le cadre des macroéconomiques en termes de secteur valeur ajoutée dans l'agriculture, les mines et pourquoi pas dans les industries extractives. Vous, de votre regard d'homme politique, comment est-ce que vous appréciez la Guinée économiquement après 2019? Très bien. Je pense qu'il y a 2 choses. La première, il faut savoir ce qui est dit, et la deuxième, ce qui est. Ce qui est dit, le président, il ne vous a dit que c'est les documents qu'on a concoctés pour donner aux partenaires au développement, qui d'ailleurs félicitent la Guinée d'avancer dans tel ou tel secteur en fonction de ce qui est écrit sur le papier. Il parle des mines et de l'agriculture. De l'agriculture. Mais ce que vous et moi nous vivons, c'est un
un tout autre résultat, une toute autre réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'analyse du simple Guinéen, c'est que hier, s'il y avait 100 ou 1000 personnes qui pouvaient, dans un cadre bien défini, acheter un sac de riz chaque mois pour sa famille, aujourd'hui, ce cercle s'est restreint. D'accord? Il s'est diminué au moins de 30 ou 40%. Mais quand même, il y a eu l'arrivée des grandes sociétés de minières, la création de l'emploi. Aujourd'hui, je peux vous dire que 80% des sous-traitances au niveau de la CBG ne profitent pas aux structures, aux sociétés intérieures guinéennes, de droit guinéen. Ça profite à des étrangers. Même si les sociétés sont de droit guinéen, mais détenues par des étrangers. Ça, c'est un problème. Sinon, comment voulez-vous justifier qu'il y ait des grèves récurrentes à Boké, à Fria et dans les zones minières? Si les jeunes de Boké étaient suffisamment pourvus dans ce cadre d'emploi, aujourd'hui, Boké allait être une ville à grande destination. Aujourd'hui, Sigiri allait être une ville de grande destination. Mais vous avez vu comment les orpailleurs vivent là-bas. Est-ce que vous avez été à Sigiri? Je pense que c'est normal. Il faudrait aller à Sigiri, faire un reportage, donc, ce qui veut voir dire dans quelles conditions faire la différence entre le discours sur papier et le rapport. Le discours sur papier, il est très beau, on félicite le président pour ça, mais la réalité du Guinéen, elle est tout autre. Et je pense qu'aujourd'hui, vous savez, je dis toujours une chose, un chef d'État, c'est comme un bébé. Le bébé, partout où il doit aller, c'est encadré, voilà, la maman prend soin de tout, le cadré, donc le bébé lui-même, il voit que ce que les parents veulent qu'il voit. Et le président de la République peut être la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il dit je vais à Dixine, on aménage, on arrange, on embellit, on fait tout et on met des gens pour... Vous voulez dire qu'on trompe le président? Certain, ça c'est évident qu'on est en train de tromper le président. Et des cadres au plus haut niveau et ses plus proches collaborateurs lui mentent par calcul. De sorte que aujourd'hui, il pense avoir réglé le problème des Guinéens parce qu'il ne vit pas le quotidien du Guinéen. D'accord? Alors, je vous donne un exemple. Il y a un de ses ministres qui était tout proche de lui. Il y a 4 années de cela, qui disait que le gouvernement du professeur Alpha Condé a réglé les problèmes macroéconomiques du pays. C'est aujourd'hui qui se retrouve à l'opposition. C'était l'un de ses conseillers économiques, Dr Ousmane Kaba. Oui. Il y a 5 années de cela. Donc ce discours du président, c'est un discours vieux de 5 ans, postérieur à celui de son conseiller, qui aujourd'hui se retrouve à l'opposition pour dire que le pays va mal. Alors, donc, on a l'impression que lorsque vous êtes dans ce gouvernement, vous ne voyez pas la misère. Mais quand vous quittez ou on vous éjecte, c'est à ce moment que vous voyez la misère. Et sur le plan énergétique, vous n'allez pas me dire sur le plan énergétique, il y a un élément. On a qu'à l'État, soit petit, qui est en gestation. Ça, je pense que le président, c'est la seule chose qu'il a fait durant ces 9 années de mandat, de façon vraiment très éloquemment expressive. C'est-à-dire, il a dit, je veux me battre pour l'énergie. Et il se bat, il a mis Kaleta dans des contextes aussi difficiles et compliqués par ses adversaires que lui-même il les avait compliqués pour Lansana Conté lorsque ce dernier faisait Garafiri. Oui. Et c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les leaders politiques de l'opposition doivent se remettre en cause. Lorsque Alpha Condé était opposant, il pensait que le concept opposition, c'est de s'opposer à tout ce qu'un président fait. Quand Conté a dit je mets Garafiri, il a dit non. Et les feux Bamamadou, Jean-Marie, Siradio, ils sont partis dans le monde entier dire c'est du tape-à-l'œil, c'est rentré ici. Ils ont combattu le général quand il était même en train de poser un acte de développement du pays. Et il en a fait un point d'honneur, il a mis Garafiri. Aujourd'hui, quand Alpha Condé est venu aux commandes, il a compris éloquemment qu'il était en train de faire du mal à la Guinée en combattant un président qui posait des actes de bien. Donc il a dit je mets Kaleta. Et quand il voulait mettre Kaleta, toute l'opposition, à part moi, des gens ont fustigé. Ils ont dit d'ailleurs ça c'est des méga projets, c'est pas des programmes qu'on peut déployer en 4 années, c'est du tape à l'œil. Le président a résisté comme le général, il a fait Kaleta. Si Kaleta allume une seule ampoule, c'est pour le bien d'un Guinéen qui en bénéficie. Donc ça c'est des projets louables. Maintenant, entre ce qu'il a fait et la satisfaction globale de la population, il y a un fossé. Justement, pour parler... Il y a un fossé, c'est-à-dire qu'il a fait, on ne lui dénie pas le fait qu'il fait des efforts pour l'énergie, il a fait Kaleta, il est en train de faire Swapeti, c'est une suite logique.
Mais pendant ce temps, la Guinée n'a pas 40% de couverture énergétique sur l'ensemble du territoire national. Alors, sur ce plan, notamment aspect environnement et énergétique, nous allons vous proposer notamment cet élément que nous avons concocté au sortir de l'année 2019 en termes notamment d'acquis et également les faiblesses de ces réalisations du président de la République, le professeur Alpha Condé. On suit l'élément et on revient après. En pleine août 2019, la Guinée s'est aussi révélée par la fébrilité de son trafic routier, tandis que la plupart des routes secondaires devenaient quasi impraticables. La nationale Koya-Kindia cédait à son tour sous la pression des pluies torrentielles. La voie principale qui relie la capitale aux autres villes du pays est tout simplement coupée par un éboulement dans la zone de Kaka. C'est alors le début de plusieurs jours de galère pour les voyageurs. Bien qu'habitués aux mauvaises routes du pays, de nombreux usagers ont été surpris par cette coulée de boue qui a eu raison de la circulation. En plus d'avoir occasionné de grosses pertes économiques des jours durant, l'éboulement de Kaka a fait des victimes sous l'effet non seulement des inondations, mais aussi des bouchons dans lesquels se sont retrouvées piégées certaines personnes malades et une femme enceinte condamnée à accoucher sur les lieux. Il aura fallu plusieurs jours pour que le gouvernement, à travers le ministère des Travaux publics, reprenne le dessus, permettant ainsi de libérer le passage. À côté de cette fièvre climatique, il y a la problématique de l'eau potable en Guinée. Le secteur de l'hydraulique en Guinée est confronté de nos jours à d'énormes difficultés qui ont entraîné une détérioration significative de la qualité du service. La crise persiste dans toutes les villes actuellement desservies par la Société des eaux de Guinée à cause essentiellement du manque d'investissement majeur depuis près de 2 décennies. Les installations et ouvrages initialement réalisés pour couvrir les zones urbaines d'alors dans chacune de nos villes ne desservent aujourd'hui qu'une partie de ces villes car celles-ci se sont fortement étendues, faisait remarquer le secrétaire général du département de l'hydraulique à l'ouverture de l'atelier de restitution du rapport du schéma directeur d'alimentation en eau potable du Grand Conakry tenu le 12 novembre 2019. Et Mamadou Julde Diallo de rappeler que la dite étude a ressorti qu'en fin 2019, les besoins de la population en eau potable pour le Grand Conakry seront de l'ordre de 370 000 m3 par jour pour une population océane autour de 2 600 000 habitants, alors que la capacité de production disponible n'est que de 150 000 m3. À terme, les déficits seront de l'ordre de 400 000 m3 en 2030 et 660 000 m3 en 2040 si aucun investissement n'est réalisé pour inverser cette tendance, prévient l'ancien coordinateur général de la SEG. Loin d'être exhaustive, ces statistiques nous donnent une certaine idée du déficit en matière d'accès à l'eau potable en Guinée, particulièrement à Conakry. Tout comme l'adduction d'eau potable, la desserte en électricité constitue un réel défi en Guinée. Le pays dispose de plus de 1600 cours d'eau et 8 bassins fluviaux pour un potentiel hydroélectrique estimé à plus de 6200 MW. Le barrage hydroélectrique de Caleta, d'une capacité de 240 MW et son réseau interconnecté peinent à satisfaire la demande des consommateurs. Soumis à la période d'étiage, ce réseau électrique a été particulièrement affecté ces derniers mois. Plusieurs établissements professionnels, des ménages et l'administration centrale ont dû renouer presque avec les groupes électrogènes à Conakry, ce qui contraste avec l'affirmation du ministre de l'Énergie, Cheikh Talibi Silla, qui laissait entendre récemment que le taux de desserte en électricité est passé de 51 à 86% entre 2010 et 2019.
C'était la revue des actions du président de la République en termes d'infrastructures hydroélectriques. Alors, on va revenir sur l'aspect infrastructure en termes de routes et pourquoi pas de la disponibilité de l'eau. Aujourd'hui, on a vu quand même beaucoup de projets d'envergure ont été annoncés durant l'année qui s'achève, notamment par le pouvoir d'Alpha Condé en termes d'infrastructures. D'abord, les routes, des infrastructures dont les travaux ont été lancés, mais malheureusement, il n'y a pas eu d'acquis en termes de changement et d'apaisement de la souffrance des populations sur nos différentes routes. Quel est votre regard sur ces grands travaux annoncés notamment par l'État et quels commentaires faites-vous en termes d'opportunité de ces travaux vis-à-vis de la réalité qui prévaut sur le terrain? Très bien. Il y a deux choses. Pour analyser un fait, l'annonce du président, tout ce qu'il dit vouloir faire, c'est des intentions. On peut le féliciter parce qu'elles peuvent être très bonnes. C'est très attractif comme communication. Donc on lui des intentions tardives, hein, parce qu'après 10 ans de gestion, presque 9 ans. Vous savez, il peut poser les bases et partir, un autre va continuer. C'est toujours bon. Mais tout ce qu'ils disent avoir fait, et qu'on ne vit pas dans le quotidien, oui. Ça relève peut-être de soit qu'il a été induit en erreur par son équipe, donc les gens lui mentent, ou bien j'ai l'impression que vous n'accusez pas du tout le président, vous faites comprendre qu'on le trompe, étant donné que c'est lui qui a été élu par le peuple de Guinée. Oui, je suis d'accord. Vous savez, la gestion de l'État n'est pas systématiquement comme le fait d'un homme. Lorsque vous giflez quelqu'un, c'est vous qui l'avez giflé. D'accord? Lorsque vous posez un acte physiquement, c'est vous qui l'avez fait. Mais le travail d'un gouvernement, d'une administration, le président, il en emporte une responsabilité de leadership ou morale ou légale parce que c'est lui qui est à la tête de tout le système. Mais il y a des individus qui font le travail. Et vous avez vu ici, tous les chefs d'État qui se sont succédés, pratiquement, aujourd'hui, l'opposition est remplie d'anciens ministres. Donc, ils sont mieux placés en âme et conscience pour vous dire est-ce que le président, il sait tout ce qu'il dit. Je vous ai dit, un de ses conseillers qui lui a fait savoir que le président a réglé le problème macroéconomique se retrouve aujourd'hui à l'opposition en train de dire qu'on est en train de souffrir. Rapidement sur la question. Sur le plan hydraulique, aujourd'hui, le Guinéen n'a pas d'eau à la pompe. C'est ça la réalité. C'est surprenant, ça. Maintenant, lorsque les services techniques disent au président qu'ils ont couvert l'ensemble du pays, je pense que le président a juste besoin d'aller dans chaque foyer à 14 h, ouvrir le robinet pour être certain entre son discours qu'on lui a fait dire et la réalité sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, monsieur le président doit savoir qu'il n'y a pas d'eau en Guinée. Ceux qui ont de l'eau bénéficient. Moi, je suis dans un quartier où l'eau ne vient qu'à partir de 0 h, 1 h du matin. Jusqu'à 3 h, 4 h et il n'y a plus d'eau. Donc, si vous ne vous réveillez pas pour puiser l'eau, vous n'avez pas d'eau. D'accord? Et il y a des quartiers, ça fait des années, ils ne connaissent pas l'eau. Même les pompes, même dans les installations des bâtiments, les pompes sont rouillées. Donc ça, c'est une évidence qu'on vit tous les jours. On n'a même pas besoin de crier fort pour convaincre quelqu'un de ça. Et on espère tout simplement que l'année 2020 sera autre chose pour les Guinéens. Et les routes, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, même à Conakry. Alors, si le président veut vraiment connaître la réalité, il n'a qu'à monter dans une petite voiture basse et rouler à 100 à l'heure et d'emprunter toutes les voies. Il comprendra c'est quoi l'évolution des routes en Guinée. Maintenant, toutes les préfectures, de l'une à l'autre, les routes sont chaotiques. La seule nationale qui relie Conakry du reste de la Guinée a été coupée pendant combien de temps? Voilà. Et vous l'avez compris, vous, chers téléspectateurs, que c'est la réalité qui prévaut sur le terrain en Guinée en termes de résultats, malgré les annonces du président de la République. Mais il faut dire que c'est un homme politique parfois qui fait des annonces pour sauver l'image de son pouvoir. Et ce n'est pas chose interdite. Mais nous espérons tout simplement que l'année 2020 sera une année d'amélioration pour les Guinéens. On va marquer une courte pause avant de parler désormais de la dernière partie de cette émission consacrée à l'aspect politique de l'adresse à la nation du chef de l'État. Une partie qui reste vachement alimentée par une sorte de crise en termes d'organisation des élections législatives en perspective. Il y a l'annonce de retrait de l'opposition plurielle, mais également l'opposition constructive annonce sa participation au processus. Qu'est-ce qu'il faut en déduire comme conséquence et analyse? La réponse est juste après cette pause.
vision. Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. Bienvenue dans cette dernière et troisième partie de l'émission Starcom consacrée à l'aspect politique de l'adresse à la nation du chef de l'État à l'occasion du Nouvel An. Il faut le dire que malgré les manifestations contre un éventuel troisième mandat, le professeur Alpha Condé s'en félicite de l'avancée démocratique de la Guinée. Est-ce que vous êtes surpris que le professeur Alpha Condé se félicite de l'avancée politique de la Guinée? Bon, vous savez, tout dépend de ce que chacun a comme vision. Votre regard, est-ce qu'il y a-t-il... C'est ce que je dis. Parler d'avancée en Guinée, si le professeur Alpha Condé avait la même vision que moi, il aurait dit le contraire. Mais puisque celui qui le dit, donc c'est qu'il y a une autre façon de comprendre qui n'est pas la mienne. Mais pour moi aujourd'hui, la Guinée est dans un recul démocratique profond. Les arguments du président pour se féliciter de cette avancée démocratique, il prend en compte notamment l'année 2020, marque la 10e année démocratique pour la Guinée. Il y a également l'ouverture du dialogue politique et des élections communales organisées. Selon lui, tout ça est un aspect positif en termes de processus démocratique. Je ne suis pas d'accord avec lui. Pour moi, la Guinée est à sa 61e année d'indépendance et aujourd'hui, la Guinée n'a pas d'assemblée régulière. Après 60 ans d'indépendance, c'est un pays aujourd'hui où l'assemblée n'existe pas légalement. La Constitution a dit que le mandat des députés, c'est 5 années. On est à la 6e année. Donc ça fait 1 an que la Guinée n'a pas une assemblée régulière. Pour moi, ce n'est pas luisant, ce n'est pas démocratique. Ça, c'est un. Deuxièmement, aujourd'hui, il y a 2 blocs politiques qui se partagent, qui se substituent à l'Assemblée, qui pervertissent l'effort de l'Assemblée. Vous savez, l'Assemblée, c'est une institution c'est les plus majoritaires. C'est une institution d'équilibre. C'est les plus majoritaires également. Non, mais ce n'est pas la majorité qui est importante, c'est le droit. C'est pourquoi le droit, un seul droit, règne sur 12 millions d'habitants et même ceux qui ne sont pas d'ici et qui sont en Guinée. Le droit, il ne regarde pas la masse du parti. D'accord? C'est ça, le Guinéen doit faire la part des choses entre la taille des partis par rapport au nombre de militants et le droit que chaque parti doit avoir pour faire ça et ne pas faire ça. D'accord? La loi, elle est d'interprétation générale. Aujourd'hui, le RPG Arc-en-Ciel, le parti du président, et l'UFDG, celui du chef de file de l'opposition, agissent de façon antidémocratique. Et ils vont à l'encontre de l'esprit de la Constitution et de nos lois. Nos lois consacrent l'indépendance du pouvoir exécutif, et du pouvoir législatif, l'Assemblée. Mais qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils sont dans un désaccord politique et qu'ils font un accord, quel que soit ce qu'ils décident dans l'accord, même si ça viole la Constitution, ils viennent le faire valider par l'Assemblée. Puisqu'ils sont les majoritaires à l'Assemblée, maintenant on ne décide plus lors des débats. L'Assemblée se particularise par le débat, les échanges qui ont lieu jusqu'à asseoir, si vous voulez, une opinion ou une loi favorable à tous les Guinéens. C'est pourquoi on a dit que le mandat impératif n'existe pas. C'est-à-dire qu'aucun député ne doit... Alors, si vous permettez, on va partir avec cet élément qui est une sorte de retour sur l'année politique de la Guinée en 2019, qu'on a titré ainsi « Crise politique en Guinée, la Guinée divisée », parce que tout simplement, on y fait face à des crises. On suit cet élément, on revient pour parler des élections législatives. Très bien. La Guinée encore à la croisée des chemins en cette année 2019 qui s'achève. Une année de soubresaut pour nombre de Guinéens, fortement éprouvée par une crise politique attisée par le projet de nouvelle constitution. La création du Front national pour la défense de la Constitution sous l'initiative de la société civile répond à cette préoccupation. Le mouvement qui rassemble autour de lui leaders politiques, syndicats, artistes et sociétés civiles est ainsi lancé le 3 avril 2019 à Conakry. Les hostilités commencent dès le 14 octobre 2019, date de la première mobilisation contre toute idée de changement constitutionnel ou de troisième mandat du président Alpha Condé. La crise s'enlise et le FNDC multiplie les manifestations sur une partie de l'autoroute Fidel Castro avec comme point d'orgue le stade du 28 septembre. À la veille de la manifestation du 14 octobre, Abdraman Sano et plusieurs de ses collègues sont arrêtés, jugés et condamnés. Après plus d'1 mois à la maison centrale de Conakry,
Ils sont libérés le 29 novembre 2019 suite à un non-lieu prononcé par la Cour d'appel de Conakry. Parallèlement, la CODENOC alliée à la mouvance prône et intensifie ses appels pour une nouvelle constitution mettant aux prises et à distance deux blocs qui tout divisent. Privilégiant les manifestations, le FNDC se remet en selle après le cachot. Auparavant, de nombreuses victimes sont enregistrées et certaines marches funèbres débouchent à leur tour sur des morts par balles et des blessés. Quelques manifestations tragiques sont également enregistrées dans certaines villes de l'intérieur du pays. À l'étranger, les militants de l'opposition se font aussi entendre et entonnent la nécessité d'une alternance en 2020. À l'image des femmes de l'opposition qui ont plusieurs fois battu le pavé à Conakry, dénonçant les tueries répétées lors des manifestations, la diaspora guinéenne a aussi mené le combat loin de la terre natale. Quelques mois plus tôt, certains ministres qui voyaient planer le doute sur une éventuelle constitution ont fait entendre leur voix. Maître Cheikh Sako, alors ministre de la Justice, dépose sa lettre de démission au président Alpha Condé, affirmant qu'il n'a pas été associé à l'élaboration de la nouvelle constitution. Il est précédé par Khalifa Gassama Diaby, à l'époque ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale, qui avait lui aussi très tôt jeté l'éponge, déclarant, je cite, « Lorsqu'on a définitivement acquis la certitude que le combat que l'on mène avec le cœur, l'honnêteté et l'engagement éthique n'est plus clairement une préoccupation et une priorité majeure ni pour le gouvernement auquel on appartient, ni pour les acteurs politiques nationaux, ni dans le jeu politique et institutionnel, on se retire. » Fin de citation. La démission de ces deux ministres du gouvernement est qualifiée de saumâtre par les observateurs. Quelques mois plus tard, le président de la République fait un remaniement partiel de son gouvernement avec le recyclage de certains de ses anciens ministres. L'opposition exige le nettoyage du fichier électoral qui serait corrompu selon elle, condition sine qua non pour aller à des élections libres et transparentes. Le renouvellement de la CENI également avec à la clé la mise en place par les parlementaires de nouvelles lois sur l'institution en charge de la gestion des élections en Guinée. Une loi qui a fait l'objet de plusieurs critiques par certains partis politiques de l'opposition qui parlent d'exclusion de ce qu'ils appellent de petits partis. Autre fait non des moindres est le retrait du Parlement durant un mois des députés de l'opposition. La Commission électorale nationale indépendante, répondant à l'une des exigences de l'opposition, décide quant à elle d'entamer la révision des listes électorales. Un processus globalement émaillé de plusieurs dysfonctionnements dont entre autres l'enrôlement des mineurs, le manque de récépissés et le non-professionnalisme des agents techniques. Les commissaires de la CENI, issus des rangs de l'opposition, dressent un tableau sombre sur le fonctionnement de l'institution avant de se retirer du processus électoral. L'opposition politique réunie en plénière demande l'arrêt du processus et la démission de Maître Salifou Kébé, président de la CENI. Dans le souci de décrisper la crise politique, les autorités décident de réactiver le comité de suivi du dialogue politique qui sera conduit cette fois-ci par Aboubacar Silla, ancien porte-parole de l'opposition républicaine, actuel ministre des Transports, et Baousman, conseiller à la présidence de la République. Les traditionnels représentants de la mouvance présidentielle au sein de ce comité, en l'occurrence Bouré Makonde, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, et Amadou Damaro Camara, président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée nationale, sont évincés du comité. Cette initiative n'a pas prospéré, car l'opposition n'a pas tardé à bouder cette énième rencontre des acteurs politiques qui devait permettre de déboucher sur un consensus pour une sortie de crise. Outre cette rencontre politique qui se soldait par un échec, Nicéphore Soglo et Goodluck Jonathan, respectivement anciens présidents du Bénin et du Nigeria, sous l'initiative de la Fondation Kofi Annan, débarquent à Conakry. Objectif, tenter de rapprocher les positions des uns et des autres sur la question des nouvelles constitutions qui pénalisent la population guinéenne dans sa totalité. Les deux anciens chefs d'État, lors de leur séjour de travail à Conakry, avaient demandé au président Alpha Condé de clarifier sa position sur le débat en cours dans le pays. Sous la pression et en tenant compte selon lui des résultats de consultation nationale entamés le 16 septembre 2019, le locataire du palais Sékou Touréa se prononce officiellement le 19 décembre 2019 en faveur d'une nouvelle constitution, radicalisant ainsi les différentes positions. L'année 2019 se termine donc sur une crise politique teintée d'incertitude. Celle de 2020 qui s'annonce nous réserve certes beaucoup d'enjeux, de surprises et de suspense sur les prochaines élections législatives et présidentielles et sur la nouvelle constitution en perspective. 2019, une année de crise politique en Guinée. Il faut dire que le président de la République, malgré toutes les tensions qu'il provoque sur le terrain, reste ferme dans sa détermination à aller au respect du rendez-vous du 16 février pour la tenue des élections législatives annoncées par la Commission électorale nationale indépendante. Et vous êtes également membre de l'opposition constructive qui
apparemment, malgré tout ce qui a été dit sur notamment les problèmes enregistrés en termes d'enrôlement des mineurs, en termes de dysfonctionnement à la CENI, en termes de crédibilité du processus et du fichier électoral, vous êtes déterminé à aller à ces élections législatives. Quelle est votre explication par rapport à votre position? Il n'y a pas d'explication. La loi dit, la Constitution confère à la CENI la compétence, l'exclusivité de la compétence du processus électoral. La CENI est composée de 3 partis qui ont rédigé sa loi, qui se sont attribués les sièges et qui ont fait un travail. C'est la même CENI qui nous a dit aller aux élections le 16 février. On n'a fait que dire, on défère aux injonctions de la loi. Si les mêmes qui composent la CENI, après avoir fait un travail que eux-mêmes ils critiquent, ils demandent encore qu'on enlève la CENI, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas une suite logique, elle n'est même pas légale. Parce que je ne peux pas comprendre, la CENI est composée du RPG, de l'UFDG et de l'UFR. Ils ont travaillé tout au bout jusqu'à sortir la date du 26 à travers une décision de la plénière à laquelle ont participé tous les commissaires de ces 3 partis. Et après, une partie de ces commissaires de l'opposition. Non, pas de l'opposition. C'est ça. Est-ce que vous avez vu d'autres commissaires partir? C'est les commissaires de l'UFDG et de l'UFR qui ont quitté. Et qui disent avoir quitté, ils n'ont pas démissionné. Ils disent qu'ils refusent tout travail du processus. Ils se retirent du processus, ce qui n'est pas légal. Vous ne pouvez pas en assemblée plénière prendre toutes les décisions et vous vous opposez aux mêmes décisions que vous avez prises en plénière. Pour nous, ça ne fait pas sérieux. Concrètement, donc, M. Diallo, concrètement, la loi... Est-ce qu'au regard de tout ce qui a été enregistré comme imperfection ou c'est pas travail mal fait en termes d'enregistrement des mineurs, est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible d'aller à une élection législative crédible à votre yeux? Écoutez, vous savez, il faut faire la part des choses. La CENI peut faire un travail qu'on peut relativement condamner, mais ce n'est pas une condition de refus de renouveler la 2e institution du pays. C'est pas, aucune loi ne dit que lorsque la CENI ne fait pas bien son travail d'empêcher des élections. Aucune loi ne dit à un citoyen de refuser ou d'empêcher la tenue d'une élection. Donc si aucune loi ne vous donne le droit de poser un acte dans une république, si vous le posez, vous êtes qui? Vous violez la loi. Nous, on a dit... Vous accusez l'opposition plurielle. Elle fait partie du mal que la CENI a été. Donc c'est à elle de dire aux Guinéens aujourd'hui, on se repentit parce qu'on vous a donné une institution qu'on a voulu contrôler, on a créé l'instabilité, elle a donné ce résultat qui est mauvais pour vous, citoyens. Donc il ne devait même pas parler. Alors, à plus forte raison, parler d'empêcher. Parlons de vous. Aujourd'hui, nous devons, aujourd'hui, un certain nombre de partis du CAR, le Cercle des acteurs pour la République, s'est retrouvé autour d'une liste commune. Pour la première fois dans l'histoire de l'opposition, que plus de 2 ou 3 ou 4 partis se retrouvent autour d'une liste commune. Mais des partis quand même que vos détracteurs vous qualifient des partis à pas plume. Vous n'avez pas de militants, vous ne représentez pas grand chose sur l'échiquier national en termes de représentativité. Ok. De toute façon, l'existence d'un parti A est consacrée par un agrément. C'est la même qui consacre aussi l'existence du parti B. Donc légalement, nous avons les mêmes poids. Le droit ne connaît pas le poids de la personne. Lorsque vous qui pesez 50 kilos, vous achetez un billet d'avion, celui qui pèse 100 kilos, le lutteur japonais qui emprunte le même vol, il paye le même billet au même tarif que vous et vous avez les mêmes droits. Alors, ils doivent comprendre ça. Parlons de cette rumeur qui circule autour de votre mouvement, notamment l'opposition constructive, parce que ça donne l'impression comme si les autres étaient de l'opposition destructive. On peut s'en passer du nom. Il faut quand même dire qu'il y a des informations par rapport à votre fonctionnement en termes de campagne pour aller à ces législatives. Vous aurez reçu de l'argent de la présidence de la République. Et parce qu'on le sait, au regard des partis qui meublent, notamment votre coalition politique, vous ne pouvez pas faire une telle campagne si vous n'êtes pas assisté par notamment la présidence. Vous savez qu'on a créé nos partis, on ne sait pas pour la présidence qu'on les a créés. Nous avons créé nos partis de nos moyens. Nos partis existent depuis plusieurs années et personne ne se pose la question comment on a fait vivre nos partis. On a été aux élections communales, on a fait des campagnes. Personne ne s'est demandé comment on a fait ces campagnes-là. Et personne ne nous a accusé d'avoir été financé par le président. On a payé nos cautions, on a fait les campagnes.
et on a gagné certaines circonscriptions. Mais pourquoi c'est maintenant qu'on dit que le président nous a payé? C'est parce que ceux qui ne veulent pas aller veulent nous jeter dans la poubelle. Donc il faut trouver une connotation négative à nous coller pour pouvoir faire ça. Nous sommes des travailleurs, contrairement à ces vieux opposants qui sont tous des chômeurs. Nous travaillons, nous sommes des chefs de service. Moi, je suis consultant. J'ai mes revenus et personne d'eux, je le dis sous le contrôle de tout le monde, personne de ces leaders ne me nourrit ou ne m'a entretenu. Donc ce n'est pas au président de le faire. Si on était amis au président au point qu'il paye nos cautions, on serait dans le gouvernement ou dans les rouages de l'administration. Mais aujourd'hui, les amis du président sont à côté de lui. Alors, parlons donc on n'a même pas à justifier ça. Parlons de l'actualité. Il faut dire quand même que le Front National pour la Défense de la Constitution passe notamment à l'acte 7 de sa mobilisation. Ils appellent ça notamment la marche de l'ultimatum qui notamment déroule aujourd'hui à Conakry et en province. Est-ce que avec la reprise des manifestations du Front National pour la Défense de la Constitution, il y a lieu de parler d'élections sérieusement? La question d'abord, est-ce que ce n'est pas de régler cette question sur la nouvelle constitution avant d'aller à ces élections? Vous savez, il y a de l'amalgame dans ce pays-là. Ce que le FNDC réclame, c'est différent des élections. Quelle est votre position sur là-dessus? Ma position est que le FNDC réclame une chose qu'elle a le droit. Si elle dit nous défendons la Constitution, mais c'est même le premier devoir du président de la République parce que lui il a juré sur la Constitution là. Donc tout citoyen qui prend fait et cause de la défense de cette Constitution, il est dans son droit. Mais ce qui serait une erreur pour le FNDC, c'est de dire on défend la Constitution, on va combattre le président quand il veut changer la Constitution ou pour un troisième mandat, d'accord? Et au même moment, il y a ces composantes politiques qui violent la Constitution en siégeant à l'Assemblée au-delà de leur mandat, mais ils les laissent dans l'absolution totale. Vous voulez parler des partis politiques? Des partis politiques qui ont des députés à l'Assemblée. Donc moi je ne comprends plus à quel jeu se livre le FNDC. Mais je dis que le FNDC est une belle âme, mais qui se laisse pervertir par l'esprit du diable. S'il continue dans ça, dans ce cas, il se laisse manipuler par la population, par les politiques. Et finalement, on va les ranger dans le jeu politique. Si vous voyez qu'aujourd'hui, ils ont du crédit, c'est parce qu'ils donnent le sentiment de respecter le droit, de respecter les lois, les libertés consacrées dans la Constitution. Mais, quand même, mais le jour où ils vont rentrer dans des calculs 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire que toi, tu es mon ami, tu violes la Constitution, je te laisse, mais lui, je dois le combattre, donc je le combats. Alors, ils vont pervertir leur mouvement et finalement, il va mourir. Il faut le dire. Il va mourir, ça ne serait plus une révolution. Qu'en plus d'être homme politique, vous êtes également juriste et consultant. Oui. Je voudrais bien avoir votre avis sur cet avant-projet de la nouvelle Constitution. Il y a des réformes qui sont annoncées en termes notamment de nouveautés. Quel est votre regard sur les grandes annonces ou les grandes réformes annoncées par ce projet de nouvelle Constitution? En toute sincérité, je ne l'ai pas lu. Parce que pour moi, ce n'est même pas d'actualité. Ce n'est pas ma préoccupation. Je ne peux pas prendre mon temps à lire un document. Vous savez, je suis consultant, comme vous le dites. J'ai des milliers de pages à lire pour défendre des intérêts de mes clients, pour gagner ma vie et ne pas me faire financer mes campagnes par ce que les gens disent. Donc, je n'ai pas le temps à perdre à lire un document qui n'est pas d'actualité. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est aller aux élections ou pas. J'ai le droit d'aller aux élections. Aucun citoyen en face n'a le droit de m'en empêcher. Alors c'est ça le débat. Maintenant le FNDC, s'ils défendent la Constitution, mais d'abord dans le FNDC, il n'y a pas quelqu'un qui connaît la Constitution plus que moi. Je le dis sans fausse modestie, parce que je suis rédacteur en partie, membre de l'équipe qui a rédigé la Constitution. Donc personne ne peut me l'interpréter mieux que ce qui a prévalu quand on l'a rédigé. Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui violent la Constitution qui sont membres du FNDC. Si le FNDC ne les combat pas, alors, entre eux et le président, je pense que je n'ai pas à me mêler. Voilà pourquoi on s'est retiré du FNDC, parce que pour nous, le FNDC doit s'affranchir de tout ce qui n'est pas conforme à son idéologie pour combattre tous les deux à la fois. Alors, ils auraient combattu ces anciens opposants qui sont à l'Assemblée, mais ils auraient plié à quitter l'Assemblée. Après, maintenant, ils se retournent contre le président.
Mais eux, ils ont l'absolution et ils veulent attaquer le président. Moi, je ne serai pas partie prenante à ce combat. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Et ils ne vont pas nous empêcher d'aller aux élections. S'ils le font, ça veut dire que c'est des politiques qui sont en face de nous. Ce n'est plus l'esprit du peuple. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un petit message en 2 ou 3 secondes à adresser aux Guinéens et pourquoi pas à vos militants qui vous suivent actuellement sur la télé du 21e siècle? Vous regardez cette caméra. Chers compatriotes, je m'adresse aux militants convaincus de l'opposition qui veulent pérenniser nos acquis et notre démocratie. Un pays, une république, c'est d'abord la consécration de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et les deux premiers, les plus importants, doivent être renouvelés périodiquement, conformément à la Constitution. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de la fin du mandat du président, qui doit être renouvelé en 2020. Soyez prêts à ça. Mais avant ça, notre Assemblée n'existe plus par l'effet pervers de certaines franges de la population et l'irresponsabilité du gouvernement. Ils ont laissé le timing défini par la Constitution passer et les autres, voulant se cramponner au pouvoir, se maintiennent et prennent fait et cause et ils disent être nos représentants. Ils sont payés par l'Assemblée, ils rédigent des lois, ils le font dans la parfaite violation de la Constitution. Aujourd'hui, nous devons défendre cela. Et défendre cela, c'est aller aux élections pour renouveler ces instances. Les déboires de la CENI ne sont pas des causes d'annulation du scrutin. Donc, quel que soit le résultat du travail de la CENI, cela n'affecte en rien la faculté d'alternance et d'aller aux élections. Partons aux élections, soyez prêts, mobilisez-vous et que Dieu bénisse tous les citoyens de la Guinée et les Guinéens. C'est un plaisir pour nous de vous avoir à recevoir dans cette émission et merci d'être là pour ce numéro. J'espère que ça ne sera pas la dernière invitation sur ce plateau et merci d'être passé dans l'émission Starcom. Merci à vous et merci à tous les spectateurs. Et vous l'avez compris que c'est sur ce message que nous fermons porte et fenêtre de ce numéro de Starcom. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention, vous qui avez pris du plaisir à nous suivre dans cette émission Starcom et restez connectés et scotchés à cette télé car le meilleur reste à venir.